Bienvenue dans We Love Mobility, le premier podcast dédié aux tendances de la mobilité internationale et de la gestion des talents. Chaque premier lundi du mois, je reçois un invité avec qui on va discuter des tendances et du futur de la mobilité internationale, du recrutement et de la gestion des talents étrangers. Moi, c'est Caroline Treuillard, directrice générale de France Immigration, acteur incontournable de la mobilité internationale dans laquelle j'évolue depuis presque 20 ans. Retrouvez-nous sur LinkedIn et Instagram pour suivre l'actualité du podcast et interagir avec nous. Au programme de cet épisode, la transformation de la mobilité internationale chez Air Liquide. On échange autour de 3 sujets clés. La réorganisation des équipes avec la création de hubs internationaux, l'essor des mobilités court terme en Europe et une vision plus responsable de la mobilité, intégrant pleinement les enjeux environnementaux et humains. Un épisode très de terrain qui montre comment la mobilité évolue loin des modèles figés. Alors aujourd'hui, je reçois Lucie Houdin, responsable mobilité internationale chez Air Liquide. Bonjour Lucie. Bonjour Caroline. Bienvenue dans ce nouvel épisode de We Love Mobility. Nouvelle année. Je suis ravie de t'accueillir. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors Lucie, est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire qui tu es ? Je suis responsable de la mobilité internationale chez Air Liquide pour la zone Europe et dans quelques temps Afrique, Middle East, Inde, que je récupère à partir du 1er février. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton parcours ? Est-ce que tu as fait des études en mobilité internationale ? Et qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver chez Air Liquide ? Donc moi, j'ai fait effectivement des études plutôt RH. Donc j'ai commencé par une école de commerce et par le biais d'un stage dans une entreprise qui s'appelle le Berlitz, qui propose des cours de langue, des formations interculturelles, etc. J'ai découvert le métier de la mobilité internationale. Et donc j'ai décidé de faire une 5e année d'études à l'université d'Angers pour pouvoir faire de la mobilité internationale. Donc avec un cursus qui était un mixte un peu RH généraliste, RH international. Okay. Qui me convenait plutôt bien, puisqu'en école de commerce, les études en RH sont assez limitées. Et après ça, j'ai trouvé un stage chez Areva à La Défense. J'ai poursuivi avec un VIE en Allemagne, toujours chez Areva. Donc maintenant, c'est séparé en 2, Framatome et Orano. Je n'ai malheureusement, vu le contexte économique de l'entreprise, pas pu rester en Allemagne. Je suis rentrée en France. J'ai travaillé pendant 1 an dans un cabinet de consulting qui s'appelle Elma International. Je suis restée 1 an et ensuite j'ai pris un poste chez Air Liquide dans l'équipe de mobilité internationale groupe, dans laquelle je suis restée un certain nombre d'années avant de prendre ce poste en tant que responsable de la mobilité internationale pour la zone Europe. Est-ce que tu avais fait le master Magellan ? Non, tu avais fait des petites formations ou... Pas non, du tu tout, enseignes. ouais. Par contre, maintenant, j'enseigne effectivement Okay. j'enseigne dans le MBA Magellan. Okay. Je fais les cours de rémunération internationale. D'accord, très bien. Bon, on leur passe un petit coucou. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter Air Liquide ? Quand on a préparé cet entretien, j'étais estomaquée par l'amplitude, la grandeur du groupe et puis l'organisation interne en mobilité internationale. Est-ce que tu peux rentrer un peu dans le détail et nous dire comment c'est structuré ? Absolument. Donc Air Liquide, c'est une entreprise qui fournit des gaz, en fait, pour tout type de secteur d'activité. Donc de l'oxygène, de l'hydrogène, de l'azote, etc. Des équipes qui gèrent la partie construction d'usines de séparation de l'air et ensuite toute la partie distribution et vente aux différents clients. Donc, il peut y avoir des clients dans la santé, dans l'agroalimentaire, pour par exemple, le CO2 dans les bouteilles de Coca-Cola, par exemple. Dans l'industrie, évidemment, la grande industrie et la petite industrie, pour les gens qui font de la soudure, par exemple. Le panel, on va dire, de clients d'Air Liquide est vraiment très, très large, avec des business qui sont parfois très spécifiques aussi. Je pense à la santé, par exemple, qui n'est pas du tout la même chose qu'un business vers, j'en sais rien, un gros groupe pétrolier qui a besoin de gaz pour brûler son méthane. Enfin, voilà. Donc, ça va être vraiment très large, en fait. Ok. Donc, vous êtes présent dans combien de pays ? Combien de pays, je ne sais plus exactement, mais par contre sur tous les continents. Et nous, on a des expatriés dans 48 pays différents. Avec, si je ne m'abuse, je crois, 48 nationalités différentes aussi dans notre population d'expatriés. Et au niveau de la structure, de l'organisation, de la mobilité internationale, comment vous êtes organisé ?
Ça a beaucoup évolué ces dernières années. Par exemple, moi, j'ai pris mon poste il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Et c'était une création de poste. Donc, c'est un pôle qui n'existait pas. Ces dernières années, on a beaucoup découpé en fait le process pour créer des équipes dédiées plus proches en fait des équipes locales. D'accord. Donc par zone. Donc on a une équipe groupe qui gère tous les aspects stratégiques, politiques de mobilité internationale, et puis tous les aspects contractuels de manière à s'assurer vraiment l'équité en fait entre les collaborateurs. Oui, bien sûr. Donc pour pouvoir gérer de façon centralisée l'ensemble des demandes d'exception, etc. Et des contrats globaux aussi avec les prestataires globaux. Et on a des équipes régionales qui gèrent un peu tous les autres types de mobilité internationale, ce qui n'est pas de l'expatriation classique, et qui coordonnent en fait l'ensemble des mobilités internationales plus classiques d'expatriation. Et on a créé depuis pas longtemps aussi, des équipes admin dédiées pour la mobilité internationale qui vont gérer tout ce qui est initiation des services avec les prestataires, qui vont gérer tout ce qui est transfert de paye, etc. Donc vraiment toutes les étapes assez administratives du process, de manière à ce que les équipes dans les régions puissent se concentrer en fait sur la montée en expertise, sur les besoins régionaux, quelles sont les contraintes de paye, d'immigration, etc. Ok, donc c'est très segmenté quand même. Hein. C'est très segmenté, effectivement. Ça donne un process qui est effectivement très morcelé et qui nécessite beaucoup de coordination entre les équipes. Qui, du coup, probablement va nécessiter un nouvel audit puisqu'on est en train de mettre en place ces équipes admin et voir comment est-ce qu'on peut améliorer ça aussi et trouver un moyen de rendre le process un peu plus fluide. Et en termes de volume, est-ce que tu peux nous dire combien vous avez d'expats, d'impats à ce jour ? Alors au total, on ne parle pas trop expat-impat, on parle plutôt une population globale d'expatriés. On a un peu moins de 400 expatriés dans le groupe aujourd'hui. Ça doit tourner entre 350 et 380 expatriés. Et après, on a beaucoup de mobilité court terme aussi, qui sont avec des contrats parfois un peu variables de détachement, ou parfois, quand c'est pas possible, on fait des contrats d'expatriation pour des missions court terme. D'accord. Beaucoup de missions, ouais. Depuis l'Europe, j'ai pas de vision globale à ce jour, parce qu'on n'a pas déployé cette politique. C'est très nouveau, la centralisation de la gestion de ces missions. Mais on a centralisé pour l'Europe pour l'instant. Et depuis l'Europe, j'estime qu'on va avoir sur l'année 2026 environ 900 mouvements. Donc c'est énorme. C'est énorme. Et quand tu parles de mission court terme, c'est de quelques jours à quelques mois ? Ouais, c'est ça, exactement. De quelques jours, effectivement, à maximum 1 an. En sachant que parfois ça nous arrive d'aller un petit peu plus loin quand c'est nécessaire pour des raisons business, et qu'on a vraiment du coup une assez grande variété de types de missions. Et les missions très court terme, de quelques jours, on a pris le parti de les traiter avec cette politique STA, Short Term Assignment, parce qu'on veut s'assurer en fait que les collaborateurs partent avec les bons visas, avec la bonne protection sociale, avec un schéma qui soit hyper carré et compliant. Okay. Oui, c'est important. C'était vraiment notre critère numéro 1. D'accord, c'est très intéressant d'avoir ce point de vue. Alors, on va rentrer dans notre premier sujet. Quand on a préparé ce rendez-vous, on a balayé ensemble un peu les sujets que tu voulais aborder. Alors, on a beaucoup parlé de réorganisation globale. Vous êtes dans un gros projet depuis un moment, je crois, mais de réorganisation globale de la mobilité internationale. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, nous expliquer comment ça se passe et où vous allez ? On a commencé ce projet finalement peu de temps après que j'ai pris mon poste, moi, sur lequel je me suis assez vite rendu compte qu'on pouvait faire des améliorations en fait sur le process. Donc on a commencé par faire vraiment un audit complet de tous nos process en fait, quelles sont toutes les étapes pour une mobilité internationale, du moment où on a choisi le candidat jusqu'au moment où la personne rentre en fait dans son pays d'origine ou est localisée, par exemple. Et on a listé vraiment l'ensemble des tâches dans le détail. On a compté combien de temps il fallait pour chaque étape. On a vraiment essayé de structurer au maximum en fait chaque étape du process et de voir comment on pouvait organiser les choses pour que ce soit efficace. L'objectif étant vraiment d'être le plus efficace possible dans le process.
pas que pour nous, pour gagner du temps et économiser de l'argent, mais aussi pour que le collaborateur puisse partir en temps et en heure dans son pays de destination. Une fois qu'on a eu fait cet audit, on a donc estimé, en fonction du temps qu'on avait calculé pour chaque tâche, le nombre de personnes qu'il était nécessaire d'avoir dans chaque équipe pour coordonner correctement les mobilités. On a recruté des personnes pour pouvoir couvrir tout le scope géographique, une équipe à Buenos Aires et une équipe à Kuala Lumpur, donc qui sont des équipes admin, pour reprendre ces tâches-là. L'équipe à Buenos Aires a été recrutée en septembre et live depuis 1 mois. Et l'équipe à Kuala Lumpur, normalement, devrait arriver au terme de la formation fin janvier. Donc, c'est vraiment tout récent. Et donc, une fois que les équipes ont été recrutées, il a fallu ensuite travailler vraiment sur toute la documentation des process, les outils de formation, vraiment structurer en fait la documentation en mobilité internationale. Ce qui n'avait finalement jamais été fait en fait chez Air Liquide, puisqu'à chaque fois que quelqu'un arrivait, on faisait la formation un peu sur le tas. Et puis, il n'y avait pas de documentation vraiment solide. Donc là, il a fallu tout construire. Avec des process bien définis, des organisations, des indicateurs pour suivre, etc. Et tout un tas de KPI pour faire un suivi effectivement de notre efficacité, puisque c'était l'objectif initial. Ok, et vous en êtes où dans ce grand projet de réorganisation ? Tu en vois le bout ou... On en voit effectivement le bout. L'équipe à Kuala Lumpur, normalement, donc elle est en cours de formation actuellement, avec une phase, donc on a fait vraiment les choses de façon assez, on va dire, professionnelle. Donc on a fait une phase de shadowing où on leur a montré en fait la manière dont on procédait, après la formation évidemment. Et là, on est dans une phase de reverse shadowing. Donc c'est eux qui font avec nous en support pour vraiment... contrôler que tout fonctionne bien. Exactement, et s'assurer qu'ils ont bien compris toutes les étapes et qu'il n'y a pas de problème. C'est bien. Donc normalement, ils arrivent, on va dire, live. Au bout du process d'accompagnement. Process, exactement, à la fin du mois de janvier, en fait. Ok. Ok, c'est bientôt, c'est pour bientôt. Exactement. Et donc, après ça, je pense qu'on refera un audit de nos process une fois que les équipes seront en place pour voir dans quelle mesure on doit faire des correctifs, quoi. Alors, il y a un gros enjeu dans ce type de restructuration et réorganisation, c'est l'accompagnement des équipes au changement. Absolument, ça a été un gros challenge aussi, parce que du coup, on a mené ce projet dans un premier temps avec une toute petite équipe projet. Donc, ça a été un gros challenge aussi de communication en interne pour que vraiment tout le monde comprenne quels étaient les enjeux, pourquoi on menait cette transformation. C'est vraiment très important que les gens comprennent en fait. Oui, le why, le pourquoi on fait ça. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Et puis les accompagner pour vraiment avoir l'engagement, l'adhésion de toutes les équipes de mobilité internationale sur le projet. Parce qu'évidemment, comme on découpe des tâches, ça veut dire qu'on retire certaines tâches en fait, à certaines personnes dans le process. Donc il y en a qui étaient très contents, puisqu'on a retiré certaines tâches au HRBP, donc ils étaient très contents. Mais dans les équipes de mobilité internationale, ça génère un peu d'inquiétude. Donc il a vraiment fallu qu'on passe beaucoup de temps à expliquer comment on voulait faire cette transformation, quels étaient les objectifs, comment on allait s'y prendre. Et on a engagé beaucoup les équipes de mobilité internationale dans la formation. Donc, tout le monde a participé dans le processus de formation pour s'assurer en fait, que tout le monde était bien aligné. Okay. Et maintenant, on va engager, là, sur ce début d'année, une phase vraiment de communication auprès des équipes RH et des managers pour que tout le monde comprenne aussi quelles sont les attentes de leur côté dans le process, qu'est-ce qu'on leur retire comme tâche, vraiment, et ce que ça va donner le process final une fois que tout sera mis en place. Ok, très bien. Il y a un gros travail de faire redescendre l'information et bien communiquer. Oui, exactement. Donc, par différents biais, que ce soit des présentations, des one-to-one, des communications écrites. On essaie de multiplier, en fait, les moyens de communiquer de manière à s'assurer qu'on va vraiment toucher tout le monde. Ok, gros travail. Gros chantier. Ça va, gros travail.
On va parler des mobilités vertes. C'est un point qui est assez stratégique pour le groupe Air Liquide, d'aller vers plus de mobilité verte. Tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et quelles vont être les grandes étapes là aussi? Ouais, alors ça, c'est un projet qu'on a mené il y a maintenant un bon moment, puisqu'on a sorti donc une nouvelle règle début 2024 pour proposer aux collaborateurs en fait une expatriation un peu moins coûteuse en CO2. Donc avec plusieurs options pour permettre de réduire l'empreinte carbone des collaborateurs en ayant des compensations diverses et variées sur les sujets sur lesquels ils pouvaient renoncer en fait à un avantage en quelque sorte. Donc si je prends un exemple très concret, on propose aux collaborateurs de ne pas déménager, mais ça reste une option, ça reste un choix. On ne veut pas imposer en fait aux collaborateurs de ne pas déménager. Et s'ils ne déménagent pas, ils ont une prime, un accompagnement pour remeubler leur logement à l'arrivée, qui est un peu plus généreuse. D'accord. En sachant que l'objectif n'est pas qu'ils rachètent tous leurs meubles, parce que s'ils rachètent tous leurs meubles, en fait, finalement, leur empreinte carbone, elle est plus importante que s'ils déménagent. Donc l'idée, c'est vraiment de leur expliquer en fait quel est l'objectif de cet avantage et de leur dire que la prime, elle est plus généreuse, mais elle n'est pas suffisante non plus pour racheter l'ensemble des meubles, puisque sinon, on passe complètement à côté de l'objectif initial. Et c'est bien accueilli? C'est très variable, en fait. C'est très variable. On est assez surpris par le fait qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui adhèrent, au final. Mais ça dépend des zones géographiques. Et de la sensibilité en fait sur les sujets d'écologie, culture, etc. Quoi. Exactement. Exactement. Donc, mais on est quand même assez content parce que ça fonctionne quand même. D'accord. Voilà. Et donc l'avantage, donc on a travaillé là-dessus parce que en 2022, il y a eu l'annonce des nouveaux objectifs stratégiques groupe d'Air Liquide, avec vraiment un objectif très marqué sur la réduction de l'empreinte carbone. Et donc on s'est dit, mais nous aussi en fait, on veut participer à l'effort collectif en quelque sorte. Et on sait que nos collaborateurs expatriés ont une forte empreinte carbone, ils voyagent beaucoup, ils déménagent, donc forcément ça a un impact. Ok, très bien. Et alors, d'autres projets à venir dans les équipes mobilité internationale chez Air Liquide là, pour les mois? On a effectivement pas mal de projets. L'idée, c'est de continuer en fait à mieux accompagner la mobilité internationale chez Air Liquide. Donc, on veut proposer plus d'offres de mobilité internationale pour répondre à tous les besoins. Donc, on est en train de créer une politique intra-Europe pour permettre de mieux gérer les mobilités intra-Europe et puis pour permettre à plus de monde d'avoir des expériences internationales. On est en train de travailler aussi à mieux structurer l'accompagnement des équipes RH en cas de localisation. Donc on a pas mal de projets comme ça pour être un peu plus travailler main dans la main en fait avec les équipes locales. D'accord. Bon, on ne s'ennuie pas à la mobilité internationale. Jamais. Jamais. Et ma dernière question, qui aimerais-tu entendre à ce micro? Alors, qui en particulier? Je n'ai pas de nom. Par contre, j'aimerais beaucoup avoir l'opinion de quelqu'un qui gère des talents, donc quelqu'un en talent management, quelle serait la vision en fait du talent management sur la mobilité internationale et les opportunités internationales en fait pour les collaborateurs qui sont des hauts potentiels dans les entreprises. Alors, avis aux personnes qui nous écoutent, si on a quelqu'un qui travaille en talent management, contactez-moi pour un prochain enregistrement. Merci beaucoup, Lucie. Avec plaisir. Merci beaucoup, Caroline. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Pour conclure, on voit que chez Air Liquide, la mobilité internationale n'est plus un sujet à part, ce n'est plus un simple sujet administratif ou technique. C'est un chantier permanent, on le voit avec les multiples projets de réorganisation du groupe, au croisement de la performance opérationnelle, de la conformité, de la RSE et du développement des talents. Entre la structuration des équipes, la montée en puissance des mobilités intra-Europe, l'intégration des enjeux environnementaux et la nécessité de mieux relier la mobilité et le talent management, les défis sont nombreux. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. D'ici là, n'hésitez pas à partager le podcast avec quelqu'un qui pourrait être intéressé.